Ok, bonsoir messieurs. Parashat Shemot, premier livre, première parasha du livre Shemot, deuxième livre de la Torah. Les Shemot ben Israël, ben Mitzrayim et Yaakov, Ishu Beto Baou. Donc voici les noms des Béné Israël qui sont venus en Égypte, et Yaakov avec Yaakov, Ishu Beto Baou, chacun avec sa maison. Très bien, on va citer les noms. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre de leur naissance. Ils sont dans un certain ordre, d'un ordre plutôt de la tefila. Chaque bracha correspond à une bracha de la tefila, hier de la Mila. Donc ça, c'est plutôt dans les ordres des brachot de la Mida, on parlera de ça une autre fois, mais il faut savoir que chaque tribu, dans les 12 tribus, parce que normalement il y a 18 brachot, Shmoné Esrei, normalement il y en a 19, on va rajouter une, mais au départ il y en avait 18. Il y en a 3 qui sont 3 qui se positionnent Hachem, les 3 premières, on a déjà vu ça plusieurs fois. Les 3 dernières qui sont les remerciements. Et donc, 3 plus 3, 6 moins 18, ça fait 12. Donc, il y en a 12 de demandes. Et ces 12-là représentent chacun à une tribu. D'accord? Comme Reuven. Reuven, c'est le premier. Et Ronen Adaat. Reuven, c'est celui qui réfléchit, c'est l'aîné. Reuven. Shimon. Shimon, celui qui a fait Teshuvah, etc. Euh, Ensuite, vous aurez Issachar, correspondra à Mevarech Hashanim, puisque, pardon, euh, euh, Issachar, ça correspond à Torah. Par contre, Zebulun correspondra à Mevarech Hashanim. Zebulun, c'est celui qui est marchand, et Mevarech Hashanim, c'est la Parnassa, etc., etc. Et c'est dans cet ordre-là, donc, pour nous montrer que le clan d'Israël, il se forme sur une tefila. Il se forme sur une tefila, et que quand il y a des épreuves, et également quand il n'y a pas d'épreuve, eh bien, il faut privilégier la tefila. C'est ce qu'ils ont fait les pays Israël, vont se faire très lourdement euh, asservis, torturés, exécutés, assassinés. C'est les nazis égyptiens. Et finalement, ils vont crier. Et que à la fin de la paracha, il va entendre Zahaka Gedola, un cri énorme et de douleur. Et là, Kajoru, il a décidé de libérer son peuple. Très bien. ויקרא נפש יוצא Yaakov, Shivim Nefesh, Yosef Aya Mitzrayim, Yosef, il était en Égypte. Donc, ils étaient 70. Donc, au départ, on est un peuple de 70 personnes. C'est Yaakov et ses enfants. Voyez, moi, Yosef et Cholechav. Quelques dizaines d'années, et tous les frères de Yaakov sont morts. Vecholadorahou et toute la génération. Donc là, il n'y a plus le lien avec Yaakov, ni même avec Yosef. Et là, les Bnei Israël ont commencé à s'assimiler. Les Bnei Israël, par où ils se sont fructifiés, ils ont pullulé, Vayarvou, ils se sont multipliés, Vayatzmou, ils sont devenus puissants, ils ont gagné l'argent, ils ont occupé des postes. Bimod, Meod, Bekou. Fatimane, Aresotam. Et la terre a été remplie de eux. Alors, on avait déjà vu les années précédentes que ça, c'était un petit peu le schéma dans toute l'histoire de tout ce qui allait arriver au clan d'Israël. Puisqu'ils vont dans un pays, ils sont très peu, c'est quelques familles. À force de rester, ils se multiplient. Malheureusement, ils sortent du ghetto, ils s'assimilent, ils deviennent puissants, ils deviennent des ministres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils remplissent toute la terre. Bon, là, c'est une catastrophe au niveau spirituel. Mais que je vous il ne nous laisse pas comme ça nous assimiler. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a comme Melech Hadash. Il, euh, il fait,
il y a un roi nouveau qui se lève à Mitzrayim en Égypte, à Sherlo Yadaït Yosef, qui n'a pas, qui ne connaissait pas Yosef. Il ne connaissait pas Yosef, un roi nouveau qui ne connaissait pas Yosef. Et donc, il va commencer à les asservir. Yomer Elamo Ine un Bene Israël, Rav Yatsumi Mino. Le clan Israël, il est plus grand que nous. Avani Trakmano, ingénions-nous, Penirbe, de peur qu'il se multiplie, Vayaïkit Krena Milchama, et quand vient une guerre, mais Nosav Gamhu, il va s'ajouter lui aussi, Alsonenu à nos ennemis, Venicham Banu, il va nous combattre, Vala Mineret, c'est pour sortir de la chair. Et donc, ça va commencer à aller les persécutions. Et donc là, c'est très, très symptomatique. Et effectivement, un rab qui s'appelle Ben Porat, qui avait commencé sa conférence en levant le bras, comme ça, et en montrant le numéro qu'il avait ici. Donc, je vais vous parler de la Shoah et vu ce que j'ai vécu, je peux me permettre. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut me le dire. Quelqu'un qui a vécu tout ça, il peut dire. Et lui, il a fait ce doctorat-là, Paracha Shemot, et il a dit ça, c'est exactement l'Allemagne nazie. Exactement ce qui s'est passé chez les nazis, chez les Romains, chez les Grecs, l'Inquisition. Le peuple juif, il arrive. Il faut savoir qu'il arrive dans un endroit, et c'est ce qu'il a dit, il marchait moralement dans Mein Kampf. Il a écrit, le peuple juif, il écrit ça. Il a écrit ça. Ça, il a écrit. Vous pouvez vérifier. Il a écrit, le peuple juif, c'est une maladie dans ce monde. Les gens qui viennent, ils ne sont pas beaucoup. Ils viennent dans un pays, ils sont pouilleux. Le pays, gentiment, les accepte. Et puis, finalement, ils sont dans un coin. Et finalement, ils sortent de leur petit village. Ils grandissent, ils grandissent. Ils sont partout dans le pays. Comme ça, comme là. Ils racontent ça. Et puis, finalement, ils deviennent puissants. Et puis, finalement, ils prennent des postes de finance, des postes de pouvoir. Et à la finalité, ils font un coup d'État et ils détruisent tout. Mais lui, l'Allemand, il marche chez moi, il dit, regardez ce qui se passe en URSS. Ce qui se passe chez les Russes. Et en 1917, il y a eu la révolution russe, faite par beaucoup de juifs, dont Trotsky, que tout le monde connaît. Il y avait beaucoup de juifs, les directeurs, les chefs du NKVD, de la police secrète, service secret, c'était les juifs, Myria, etc., etc. Et ces juifs-là, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué le tsar, etc. Voilà ce qu'ils font. Et ils sont en train de faire pareil chez nous. Et à ce moment-là, il y avait une femme qui s'appelait Rosa Luxembourg, qui était une Russe. C'était nationalisée allemande pour faire de la politique. Rosa Luxembourg. Elle était relativement brillante, malheureusement complètement assimilée. Évidemment, gauchiste, très révolutionnaire. Et donc une ennemie, évidemment, des SA et des SS. Et donc, lui, il disait, regardez ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire en Allemagne. Et donc, c'est exactement ça, le canevas de l'assimilation des Juifs dans le monde. En Espagne, c'était pareil. Les Juifs, ils ont monté les échelons. Don Misra Karavanel, c'était le ministre des Finances de Fernie dans l'Espagne. Avec Isabella Clotali qui marchait ma visita, euh, déclarer l'Inquisition et et l'expulsion des Juifs. Oui, oui, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc tout ça, ça c'était une, la façon dont le clan Israël il s'est créé. Et on voit que c'est toujours pareil. On voit que le clan Israël, quand il s'assimile, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a toujours des drames qui viennent. Donc je dis ça au nom de Rav Ben Porat, qui peut se permettre de dire ça pour la Shoah, sachant que lui-même, il a souffert de façon effroyable de la Shoah. Maintenant qu'on regarde ça, c'est évident, ça paraît tellement évident.
Nous, on va voir quelque chose. Moshe Rabbeinu, il va naître, il va être caché, et ensuite, il va devenir le, le fils adoptif de la fille de Pharaon, comme chacun sait, et il va vivre dans le palais. À 20 ans, il sort voir ses frères. Il a de la peine. Il a de la peine et il voit un jour un Égyptien qui frappe un Juif. Alors, il va le tuer. Comment il le tue? Il dit le nom d'Hachem. Il dit un nom d'Hachem. Un des noms d'Hachem, et puis ça provoque la mort de cet Égyptien. L'Égyptien, il meurt. Et ensuite, le, la chose va être sue, et Moshe Rabbeinu va devoir s'enfuir. Finalement, finalement, la Shrina va lui apparaître. Au buisson ardent, la Shrina va lui apparaître. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter que la Shrina lui apparaisse? Buisson ardent, chacun connaît. Eh bien, c'est justement parce que il, il a eu de la peine pour ses frères. Maintenant, tous les commentateurs, ils se demandent, mais n'importe quel juif aurait eu de la peine pour ses frères. Regardez comment, depuis le 7 octobre, on est motivé, euh, traumatisé, intéressé, concerné. Oui, il y a 1200 personnes. Ça a duré quelques heures. Là, ça dure des dizaines et dizaines d'années. Des enfants qui sont tous les jours jetés dans le fleuve, égorgés. C'est vraiment le cauchemar total. Cauchemar total. Moshe, il était compatissant, donc Hachem, il dit, je descends des sphères supérieures vers les sphères inférieures pour parler avec toi, parce que toi, as été concerné. Très étonnant. Très étonnant. Qui ne serait pas concerné? Deuxième question. Elle va venir, il va arriver, quand il arrive, donc il a 20 ans, il est en fuite, et il va arriver devant un puits. Et là, il y a des jeunes filles qui viennent pour abreuver le troupeau, et il y a des bergers qui les chassent. Qui chassent. Non, non, nous, on abreuve les troupeaux, vous, allez autre part. Moshe, il s'interpose, il chasse ces bergers-là, qui sont les bergers voyous, quoi, et il donne à boire au troupeau de ces jeunes filles. Ces jeunes filles, c'est les filles de Yitro. Elles reviennent chez leur père, et le père, il dit, comment ça se fait que vous venez si tôt? Il dit, parce qu'il y a un Égyptien qui nous a aidés. Alors, lui va dire, allez chercher cet Égyptien, qu'on l'accueille, qu'on le accueille et qu'on dirais-je, qu'on lui donne un bon repas, et il lui a même donné sa fille. D'accord? Il a même donné sa fille, et ça sera la femme de Moshe. Le commentateur se demande, mais Moshe, c'est un Égyptien? C'est pas un Égyptien? Alors, bien sûr, il y a une des réponses, qui n'est pas celle qu'on va aborder. Une des réponses, c'est que il était habillé en Égyptien, il est sorti précipitamment, il s'est enfui, comme le Midrash le dit, qu'il a été attrapé, ils l'ont condamné à mort, et que quand le bourreau a voulu lui couper la tête, ça a coupé ses liens, et ça n'a pas coupé la tête, mais ça a coupé ses liens, et il a pu s'enfuir. D'accord? Il a pu s'enfuir. Très bien. Alors, nous, on va aborder une autre réponse. Donc, en tout cas, c'est pas un Égyptien. Moshe, c'est pas un Égyptien. On va essayer de regarder comment les choses fonctionnent. Mais avant ça, on va observer ce qui se passe
dans la tête de Pharaon. Pharaon, il dit la chose suivante. Avan Itrakmalo, venez, on s'ingénue, de peur qu'il se multiplie, et s'il vient une guerre, il va se rajouter à nos ennemis. Et ils vont commencer à être asservis. Mais qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Et c'est là où vous allez voir le principe diabolique de ce qu'on appelle l'imagination négative. Ce qui s'était passé juste avant, c'est qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre des Éthiopiens, de Couche. Et l'Égypte, c'est comme ça. Et puis, dans le sud, il y a le pays d'Afrique noire. Et donc, ils ont été attaqués. Les Juifs qui étaient assimilés, certes, mais nationalistes, fidèles, ont commencé à rassembler leurs hommes armés et ils ont voulu se défendre l'Égypte. Les Égyptiens, ils n'aimaient pas. Ils leur ont dit non, non, restez, on se débrouille. On ne veut pas de vous. Les Égyptiens, ils étaient battus à plat de couture. Voici maintenant que les armées ennemies, elles arrivent sur l'Égypte, elles vont tout détruire, tout brûler, tout tuer. À ce moment-là, les Juifs, les Hébreux, ils sortent et ils les repoussent et ils les battent à plat de couture. Voici, c'est les Hébreux qui gagnent. Et quand ils reviennent en Égypte, du champ de bataille, au lieu d'être acclamés, ils reçoivent des tomates et ouh. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après, Pharaon? Il réfléchit, ah, s'il y avait une guerre, peut-être ils vont s'allier avec nos ennemis et puis ils vont nous battre et après ils vont partir. C'est une catastrophe. Mais vous voyez que c'est quoi cette fausse imagination? C'est une fausse imagination totale, puisque c'est arrivé et ils n'ont pas fait. Ça vient d'arriver, ils n'ont pas fait. Donc tu vois bien qu'ils sont fidèles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imagination négative. C'est-à-dire que quand les gens, parfois, hein, ils ont une haine pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose, eh bien, ils vont tout déformer. Ils vont tout déformer. Ils vont aller dans un chemin qui est tellement extrême par rapport à la réalité, parce ils veulent être, entre guillemets, cohérents avec la haine qu'ils ont. Ça, c'est une imagination négative. Mais vous avez de l'imagination positive. C'est ce qui se passe juste après. Il a vu que tout de suite après, il a vu que les Bnei Israël, il a mis des corvées, et il a vu plus ils travaillaient, plus ils avaient des enfants. Mais c'est pas possible, ils ont plein d'enfants. Et qu'ils accouchaient par sextuplés. Mm. D'accord? Donc, une femme, elle avait à peu près 10 portées, si tu veux. D'accord? Il n'y a pas de femme dans les alentours, tout va bien. Donc, chaque femelle avait 10 portées. Parce qu'on est avec des Tunisiens, ça dégénère. Et la moyenne, c'était 6 enfants. Donc, chaque femme avait 60 enfants. Quand on fait les calculs de combien ils étaient avec les années, etc., ça correspond parfaitement. Il y a des chiffres historiques des Hébreux en Égypte, etc., qui correspondent exactement à ça. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses hommes de trouver des sages-femmes juives. Et il dit comme ça, on va tuer tous les hommes, tous les bébés, garçons. Mais il me faut des sages-femmes très expérimentées. On prend les sages-femmes qui étaient autres que Shifra et Poua. Shifra, parce c'était la future mère de Moshe. Et Poua, c'était Toi, c'était la future sœur de Moshe, qui s'appelle Myriam. Moshe n'était donc pas encore né. Et voilà que il va aller chercher, c'est des sages-femmes très, très expérimentées.
Et elle, il leur dit la chose suivante, voilà, je vais vous faire une très grande récompense, mais ce que je vous demande, c'est que quand vous avez une grande expérience, vous touchez le ventre, vous savez reconnaître que c'est un garçon ou c'est une fille. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Et si c'est un garçon, vous le tuez. Avant qu'il naisse, comme ça, mine de rien, vous mettez la main dans la matrice, clac, clac. Et elles n'ont pas dit oui, elles n'ont pas dit non. Puis évidemment, elles ont fait vivre et les garçons et les filles. Et surtout, il y a eu un miracle, c'est qu'elles ont prié, prié, prié pour pas qu'il y ait de problème, qu'il y ait d'enfants qui meurent à l'accouchement. Lo alenu, chas v'shalom, hein. Il peut y avoir des problèmes, surtout à l'époque. Donc elles ont prié qu'il n'y en ait pas, aucun, pour pas qu'on les accuse d'avoir fait quand même quelques. Donc il n'y avait pas une fausse couche. Donc c'était miraculeux, quoi, à cette époque-là. Et donc elles ont tout de suite été suspectées. Et là, c'est pareil, il va se passer quelque chose d'aussi extrême que Pharaon dans sa tête. Quand il accuse les Béné Israël de pouvoir peut-être être des traîtres, alors qu'ils viennent te montrer leur fidélité, eh bien, il va se passer quelque chose aussi d'extraordinaire. L'imagination positive. L'imagination, c'est-à-dire, ça s'appelle la foi. Les sages-femmes, elles sont convoquées par Pharaon. Pharaon il leur dit, il va les tuer, quoi. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Alors elle leur dit la chose suivante. C'est dans le texte. Elle leur dit comme ça. Elles ont fait vivre les enfants. C'est qu'elles ont fait vivre les enfants. C'est-à-dire que non seulement elles ont fait vivre les enfants, mais elles ont fait vivre ceux qui auraient dû mourir. On peut l'expliquer. Pharaon, il leur dit, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? C'est grave. Vous n'avez pas obéi. Et va Tomarnam, il y a les dots, elle paro. Les sages-femmes, elles ont dit à Pharaon, Kilo chanashim amitzriot, aivriot. Les femmes égyptiennes ne sont pas comme les femmes juives. Qui chayot ena. Les femmes juives, elles sont chayot. C'est des bêtes sauvages un peu. Chayot, c'est comme les bêtes sauvages. Beterem tavo alem, avant que tu viennes, am yaledet bialadou, elles ont déjà accouché. Et quand il a vu ça, lui, il a dit, Pharaon, il a dit, bon, ok, vous pouvez partir. Je comprends. Vous comprenez ce qui se passe? C'est qu'elle, elle dit, il n'y a pas de. Elles accouchent toutes seules. Elles accouchent toutes seules. Elles n'ont pas besoin de sage-femme. Maintenant, on remet quelques semaines en arrière. Mais Pharaon, il demande à ses hommes, trouvez-moi des sages-femmes juives les plus expérimentées. Et on lui amène Chifra et Poua. Donc, c'est des professionnels, entre guillemets. Donc, il y a les femmes juives, elles ont bien besoin de sages-femmes. Et elles disent, après, ah, vous avez fait, sur l'accusation de Pharaon, vous avez fait une. Vous avez pas obéi aux ordres, vous les avez fait vivre les enfants. Elle dit, mais non, les femmes, elles ont pas, les femmes juives, elles n'ont pas besoin de sages-femmes, c'est pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont chayotes, c'est comme les animaux sauvages. T'as déjà vu, toi, une lionne qui accouche avec une sage-femme? T'as déjà vu un. Ils n'ont pas besoin. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, on peut partir. Ça s'appelle le contraire, ça s'appelle l'imagination positive. Et qu'elles, qu'est-ce qu'elles ont à dire? Elles peuvent rien dire. Alors elles se disent, bon, on dira qu'ils n'ont pas besoin. Elles accouchent avant qu'on arrive. Et ça passe. Pourquoi? Parce qu'il y a une téfila.
Il y a une tefila avant, quand elles sont convoquées, elles se disent, bon, allez, viens. Ma chère fille, viens, on fait la tefila, on fait une bonne tefila. Demande Ribono Shel Olam, nous, on va répondre ce qu'on doit répondre, quoi, mais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et lui fait, oui, gob. Et il dit, oui, la tefila, elle est passée. C'est pour ça que tout est une tefila. Le livre de Shemot, c'est tefila. Il dit, les livres. Le livre, il commence par Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. C'est pas l'ordre. C'est pas l'ordre de naissance. C'est l'ordre qu'il y a dans la tefila. Pourquoi? Parce que c'est la tefila qui ouvre les portes. Les gens, ils oublient de prier. Ils oublient de prier. T'as pas d'enfant, il faut prier. T'as pas de travail, il faut prier. T'as pas de shidour, il faut prier. Ça marche pas, le shalom bayit, il faut prier. Les enfants, c'est difficile, l'éducation, il faut prier. Tout, il faut prier. On lui dit, il me dit, ouvre la porte, s'il te plaît. Regarde, il y a la porte. Ouvre la porte. Mais il faut prier, il faut se concentrer. Il faut aller jusqu'au bout. Elles vont jusqu'au bout. Elles prient jusqu'au bout. Et après, elles vont sortir un truc inécoutable pour Pharaon. Ah, ça n'existe pas, les sages-femmes chez les Juifs, mais elles sont diplômées professeurs sages-femmes. Elle-même, il a été les chercher, il a demandé à ses services secrets, allez, trouvez-moi les plus expérimentés. Et elles lui disent, mais ça n'existe pas, les sages-femmes chez nous. Pas besoin. Et puis là, il ouvre toutes les portes. On va revenir aux questions initiales. Moshe, il a quitté le palais royal. Il a regardé ses frères juifs. Et ensuite, il s'est enfui. Et ensuite, Hachem lui a dit, puisque tu as fait ça, eh bien moi, je vais descendre des sphères supérieures vers les sphères inférieures, te parler panim el panim, face à face. C'est quand même pas tellement effet fantastique ce qu'il a fait Moshe. On a dit la question au début du Shiur. N'importe qui aurait eu de la peine. Tout le monde a la peine du 7 octobre, tout le monde a la peine quand on entend un soldat, etc. Tout le monde n'était pas dans la peau de Moshe. Moshe, c'est un prince égyptien. Le prince d'Égypte, vous avez vu le film, non? C'est pas. D'accord? Un prince égyptien. Il sait qu'il est juif, il sait qu'il est hébreu. Donc il a de la peine. Mais il fait plus que ça. Tous les jours, il va, il porte avec eux. Il les aide. Et tout ce qu'il peut. Du matin au soir. Jusqu'au jour où il voit un Égyptien qui frappe un juif. Là, il tient pas. Il dit un nom d'Hachem, l'Égyptien, il meurt. C'est-à-dire que il sait très bien que quand il va tuer un Égyptien, il risque sa vie. Que sa vie va basculer d'un endroit royal, d'un palais, où il a tout ce qu'il veut. Sa vie, elle va basculer comme celle d'un fugitif. Et sur ça, hein, et sur ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu es capable de sacrifier entre guillemets, ce confort. Tu es capable de te mettre à la place des autres à ce point-là, alors que tu es dans le confort d'un palais. Tu es capable de descendre de ton piédestal à ce point-là pour porter des briques, porter le fardeau que tu portes, que tes frères portent. Parce que regardez, puisqu'on va parle du 7 octobre, bon, il y a le 7 octobre, mais tout le monde est quand même parti en vacances, je sais pas, personne n'est. Il y a des gens en Israël
Rav Biderman, depuis le 7 octobre, il dort par terre. Il dort par terre, quoi. Au mois de Tisha B'Av. Le 7 octobre. Donc les otages ne sont pas trinqués, tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il y a des soldats qui tombent, il dort par terre. Il sort de son confort, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui en font ça. Je ne sais pas qui dort par terre, mon chien. Il vit la vie des esclaves. Je me crois qu'il était prêt de sortir de cette zone de confort pour aller dans cette zone de terreur, cette zone de cauchemardesque. Alors moi, je descends de là-haut, des mondes supérieurs pour aller dans les mondes inférieurs et te parler. Vois ici la finesse. Moshe Rabbeinu, il était tellement concerné par le peuple qu'Hachem lui a dit, c'est toi qui vas sortir le peuple. C'est toi le berger. Maintenant, on a dit que les jeunes filles, elles sont venues. Moshe Rabbeinu, il a défendu les filles de Yitro. Et elles ont dit, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Et c'est pas l'Égyptien, Moshe. Elles ont compris vite que c'était. Comment ça se fait qu'elle disait un Égyptien nous a sauvés? Comment elles disent qu'un Égyptien nous a sauvés? Regardez, c'est très très intéressant. Ça permet de voir les choses. Chavetz Chaim, il dit la chose suivante. Il dit heureux soit l'homme que si il arrive quelque chose, il lui arrive quelque chose, et il voit la conséquence positive de cette chose-là. Disons que le 1er janvier, il lui arrive quelque chose de négatif. Eh ben, heureux l'homme qui va pouvoir voir de ses propres yeux que ce qui lui est arrivé le 1er janvier de négatif, c'est en fait quelque chose de positif. Il va lui arriver le 30 juin, et que si ce n'était pas arrivé le 1er janvier, eh bien le 30 juin, il n'aurait pas pu avoir cette grande récompense. Ça, c'est le Chavetz Chaim, il dit ça comme ça. Et donc, on va expliquer. On va expliquer. Il y a, sous une forme de boutade, il y a un jeune juif ashkénaze qui fuit la Russie à 15 ans, les pogroms, arrive aux États-Unis, et lui, il était à l'Yeshiva. Il sait, c'est c'est pas pareil, c'est pas écrire, lui, c'est faire que, il n'a que étudier. Et il en veut quelque part son éducation de ne pas savoir écrire. Mais maintenant qu'il arrive aux États-Unis, il faut qu'il trouve un job. Et alors, malheureusement, tous les jobs qu'il trouve, il travaille Shabbat. Il y a deux questions. Il réfléchit, très intelligent. Il se dit, je vais chercher un job dans une choule. Il va voir, il rentre dans plusieurs choules. Puis là, à un moment, il voit une choule, cherche Shamash. Il dit, peut-être, moi, je connais bien les livres, les machins, les us et coutumes. Bon, il se présente, et, t'es un peu jeune, mais bon, vas-y. Ils font des petits tests. Ils voient que le gars, assez brillant, quoi, pour Shamash, quoi. Et puis, le petit comité, là, c'est une choule comme ça, le petit comité, il valide sa candidature et ils appellent le président pour valider sa candidature. Le président, il le regarde, il fait bien l'impression, etc. Puis à un moment, juste, il lui dit, est-ce qu'ils t'ont dit quand même que le soir, le Motzi Shabbat, il faut que tu écrives le nom des donateurs avec le montant. Donc, tu es capable de mémoriser, ça, on a fait des tests et tout, mais il faut l'écrire, hein, n'oublie pas. Et lui, il dit, mais je ne sais pas écrire.
Ah ouais, ça peut être possible. Non, mais attendez, je me mémorise parfaitement, ils m'ont fait des tests. Oui, oui, ils ont vu que tu avais la bonne mémoire, etc. Mais il faut l'écrire. Oui, mais on ne peut pas se débrouiller. Quelqu'un, je ne vais pas te payer quelqu'un qui va écrire à ta place. Non, vraiment, je suis désolé. Tiens, voilà 10 $. C'était une bonne somme pour l'époque, pour le déplacement, etc. Là, il sort. Il se dit, voilà, si j'avais su écrire, c'est pas possible. Vraiment, vraiment, je regrette. J'aurais dû choisir, j'aurais dû. Et puis, bon, il marche dans Manhattan, qui n'était pas le Manhattan actuel, c'était au début, mais il y avait déjà quelques buildings. Puis il sort d'un building, comme ça, il est midi. Enfin, bon, il y a des, il y a des hommes d'affaires qui sortent. Il y en a un qui dit à l'autre, oh là là, quel dommage s'il y avait un petit, ne serait-ce qu'un petit marchand de fruits là. J'aurais pris quelques fruits, on serait remonté bosser là. On va perdre notre temps à chercher un hot dog au bout de la rue et tout. C'est ce qu'il fait lui. Le lendemain, avec les 10 $, il achète des pommes, petit cachot de pommes. Et les gars, ils arrivent. Ah tiens, regarde, tac. Il vend toutes ses pommes, il gagne 100 $. Comme ça, il y a plusieurs semaines. Bon, ça fait un petit pactole. Il est malin. Il y a quelques petits juifs qui cherchent du boulot. Il dit, écoute, tu sais quoi, tu vas dans. Toi, je te paye la marchandise. Toi, tu les vends là-bas. On fait 70-30. Et il fait plein de trucs comme ça. Finalement, la police, elle arrive. Elle voit, elle dit, tiens, c'est quoi ça? Très, très malin. Il se met le commissaire dans la poche. Ouais, mais regardez, ça peut être intéressant aussi pour vous. OK. Il croque un peu. C'est le cas de dire, il croque les pommes. D'accord. Et puis, il commence. Et puis, les semaines continuent, les mois continuent. Et carrément, il arrive à faire des petits kiosques. Là, peut-être c'était les ancêtres des petits kiosques. Là, voilà, après, il commence un magasin, un deuxième magasin. Après, il monte. Les années passent. Il est très, très, il a 25 ans. Il est déjà presque une chaîne. Et puis, 35 ans, 40 ans. Et 50 ans, il devient le numéro 2 de l'agroalimentaire aux États-Unis. Il est époustouflant. Et quelques années plus tard, il fait une OPA sur le numéro 1. Lui, il était numéro 2 de l'agroalimentaire. Il fait une OPA sur le numéro 1 et il gagne l'OPA. Donc, ça va être un énorme groupe alimentaire du jamais vu dans le monde. Et donc, dont il est le PDG. Et voilà que il y a il y a les signatures des contrats. PDG de la boîte qui va devenir son PDG de la boîte numéro 1 qui est maintenant sa boîte à lui, qui va se soumettre, quoi. Entre guillemets, donc ils signent des contrats, etc. Et ils arrivent et il y a les plus grands avocats des États-Unis qui arrivent et qui, près de lui, respectueusement, monsieur Goldschmidt, voilà, il faudrait que vous signiez ici. Mettez, lui approuvé, bon pour que vous signiez. Alors, lui, il y croit. Donc, il dit, non, il faut dire lui approuvé. Donc, il appelle quelqu'un, il lui dit, je te mandate. L'autre email, lui approuvé, mandaté par le président. Voilà. Et lui fait une croix. Lui. Pourquoi? Ouais, je ne sais pas écrire. Alors l'avocat international, il le regarde, il dit, mais c'est incroyable. Vous imaginez, si vous arrivez à faire ça sans savoir écrire, et si vous saviez écrire, si je savais écrire, j'aurais été Shamash. C'est bien sûr une boutade. Il y a un petit peu de vrai dans une histoire comme ça. Il y a un petit peu de vrai, mais pas aussi haut que ça. Mais ici, c'est quoi? C'est que dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, vous allez tout de suite comprendre, c'est que on voit des choses qui se passent mal, d'accord? À l'instar de cette histoire où lui, il aurait voulu être Shamash, gagner sa vie, donc c'est une catastrophe pour lui. Et finalement, il devient ce qu'il devient. Mais là, c'est la même chose. Le Midrash, il raconte pourquoi ils l'ont appelé l'Égyptien. Le Midrash, il dit la chose suivante. C'est comme un homme qui a été piqué par un serpent ou mordu par un âne sauvage. Qu'est-ce qu'il fait? Il court
la rivière, il met son pied dans l'eau. Il masse, il presse son pied pour enlever le venin, pour se nettoyer, pour cautériser. Et là, il entend un cri, il voit un enfant qui se noie. Alors, évidemment, il va sauver cet enfant. Et cet enfant, il lui dit, merci, vous m'avez sauvé la vie. Vraiment, je suis ultra reconnaissant. Et lui, il dit, ne me remercie pas moi, remercie l'âne sauvage qui m'a mordu. Elle, c'est ce qu'elles ont dit. Ils ont dit, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. C'est-à-dire qu'elles ont compris, l'Égyptien qui l'a sauvé, c'est quoi? C'est que comme Moshe, il a tué l'Égyptien, alors il a dû s'enfuir. Donc c'est une catastrophe. Ben non, parce que finalement, il a sauvé les filles de Lot, il a pu se marier avec la fille de Yitro, pardon, et puis il s'est marié avec une des filles de Yitro, et puis etc., et toute l'histoire elle continue. Ici, ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'en fait, nous avons deux parties ici dans ce chiot. Une partie, c'est la tefila. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la émouna, de prier, à Kadosh Baruch Hu. Ça vient de lui, ça vient que de lui. Les gens qui sont honnêtes, ils vont te dire comment tu as rencontré ta femme, bah, truc incroyable. J'ai, il y a des, il y a des histoires phénoménales. Là, j'ai un jeune garçon, un nouvel élève comme ça, je lui ai demandé il m'a dit comment il a rencontré sa femme. C'est assez incroyable. Il va dans un restaurant, il voit de dos une jeune fille comme ça, il regarde comme ça, elle lui plaît. Il est avec sa mère, la jeune fille, elle mange avec sa mère. Non, c'est une Américaine qui est de passage à Paris. Et lui, il la regarde comme ça, il dit à son copain, me plaît, tu sais pas comment je fais. Puis c'est un restaurant cachère, il y a un serveur, black, qui entend, qui dit, ouais, je vous arrange le coup si vous voulez. Sympa comme ça. Alors lui, il demande rien, il va les voir, il parle un peu anglais, il lui dit, voilà, il y a un jeune homme qui... Et puis ça se fait comme ça, il les regarde ce truc. C'est la mère qui vient voir le jeune homme, qui dit, t'es chômeur Shabbat, il parle anglais comme ça, t'es chômeur Shabbat, tu fais ce truc, ouais, bon, peut-être, on s'échange téléphone. Et puis, quand ils sortent, lui, il va donner son téléphone, eux, ils ne donnent pas le sien, le leur, elle, la mère et la fille. Alors, lui, il s'est dit, bon, c'est bête, c'est pas à eux d'appeler, j'ai oublié de prendre le téléphone. Ils s'en vont. Et toujours le même blague, il lui dit, ça va alors Il dit, non, ben non, ils sont partis sans le téléphone. Il dit, attends, je vais voir dans les réservations. Il va voir les réservations. Il y avait le téléphone. Et donc, il lui dit, tiens, voilà le téléphone. Évidemment, ce, ce serveur, il a été invité. Il m'a dit, on pensait même le mettre sous la roupa. Il méritait, puis on n'a pas été jusque-là. Mais quand tu regardes le truc, c'est des choses. Chacun il peut regarder dans sa façon, dans sa vie, comment il a rencontré la personne qui allait l'embaucher, le former, etc. C'était faut bien avoir conscience de ça. Il y a un Rav qui m'a raconté récemment qu'il prend rendez-vous avec un, un homme très très riche à Genève, très très riche à Genève. Il prend rendez-vous des semaines et des semaines avant. Il se déplace exprès pour ça. Il arrive dans l'immeuble, un grand immeuble où tous les étages, lui, il a vraiment un étage à lui. C'est que des, des plateaux que pour une seule société, des énormes plateaux. Il arrive, il dit bonjour, j'ai rendu la vérif 20 bonnes minutes en avance. Et il dit bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Untel. Et là, vous êtes qui? Je suis monsieur le rabbin Untel. Elle le regarde, il dit vous? Et vous aviez rendez-vous hier, pas aujourd'hui? Je dis comment? Non, mais non, je n'ai pas pu me tromper. Ah, bah si. D'ailleurs, monsieur Untel, donc le patron, m'a dit de vous dire que
plus jamais il veut vous entendre parler de vous. Plus jamais. Qu'il avait bloqué, c'était il y a un horaire, vous aviez insisté, il avait bloqué, il avait beaucoup de choses à faire. Plusieurs fois, il a voulu annuler et puis il s'est dit non, ça ne se fait pas. Donc, quand vous n'êtes pas venu, il n'y avait même pas de coup de fil, rien pour vous excuser. Il m'a dit plus jamais, vous me le passez, plus jamais. Mais, écoutez-moi, je suis là, de toute façon, il n'est pas là, il ne vous prendra pas. Enfin, bref, qu'il me raconte lui-même, quelques années de ça. Il est, il est perturbé et au lieu de faire rez-de-chaussée, des fois, il y a des immeubles où le zéro, c'est l'avant-rez-de-chaussée ou des trucs comme ça. Donc, il fait machinalement, il appuie sur ce qu'il pense être la sortie de l'immeuble et c'est quand ça s'ouvre sur une porte de bureau, pareil, un plateau. Il voit une mezouza. Il se dit, bon, je vais aller, je suis là, je suis là. Et puis là, il arrive, s'approche de la jeune femme qui est à l'accueil. C'est des énormes bureaux comme ça, très luxueux. Et voilà que la jeune femme, elle n'a pas le temps de lui dire qu'est-ce que vous voulez, qu'il y a un monsieur qui arrive comme ça. Tout de suite, elle se raidit quand le monsieur arrive. Il sent que c'est quelqu'un d'important, peut-être le patron. Et il lui dit, tenez, d'ailleurs, il y a un coursier qui va venir et vous mettrez ce paquet-là, c'est important. D'accord? Tel nom, tel truc, tel machin. Très bien. Et puis le monsieur en question, il regarde le rave, il se sourit. Il dit, vous êtes qui? On a rendez-vous? L'autre, il dit, non, 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 mais j'ai une grosse difficulté dans ma yeshiva, très, très grosse. Voilà, j'essaie de collecter des fonds et venez, venez. Et puis il discute avec lui, ça se passe très bien, il lui fait le chèque qu'il attendait du voisin du dessus. C'est le Rav lui-même qui me raconte. C'est fabuleux. Donc il serre la main, il sort, et quand il sort, la jeune fille, elle est sur le rabbin. Oui. Donc, vous avez beaucoup prié ce matin? Il dit, j'ai beaucoup prié dans l'ascenseur, quelques secondes, oui, j'ai beaucoup prié. Et j'étais très malheureux. Et j'ai dit, Hachem, aide-moi. Parce que vous savez, c'est sur un tel, je crois que ça fait 5 ans que je suis ici. Je crois que c'est la deuxième fois où c'est pas moi qui me déplace, c'est lui qui vient me donner quelque chose. Jamais il se déplace. Jamais il se déplace. Et que si, évidemment, c'était pas déplacé, vous m'auriez dit que vous n'avez pas rendez-vous, j'aurais été, je suis désolé, impossible. Jamais j'aurais même osé le déranger. Donc en fait, les choses qui arrivent qui sont pas bien, elles se transforment, elles sont bien. Là, c'est pareil. La tfila te fait changer les choses. Tu crois que c'est pour le mal, mais c'est pour le bien. Chez Rabbeinu, les gens ils se disent, t'imagines, un fait divers. Oh là là, il était en Égypte, il était le roi d'Égypte, il aurait pu faire de la politique et renverser le gouvernement et que les Juifs y soient. Au lieu de ça, il a tué un truc, il est obligé de partir. On avait un pion dans le. Tu crois ça? Non, ça ne sera pas passé comme ça. Quand Baruch Hu, il a fait que les choses elles se passent différemment. Les sages-femmes, elles sont là. Ils n'ont rien à faire, c'est fini. Elles ont fait ce qu'il fallait. Elles ont fait vivre les enfants, elles n'ont pas tué les enfants. Elles prient pour qu'il n'y ait aucun accident, rien. Même naturellement. Un sur 100 qui doit mourir. Même de nos jours, là, les nous, non, 100%. Maintenant, elles sont convoquées, elles disent ce qu'elles peuvent dire, quoi. Mais non, il n'y a pas besoin. Elles avaient déjà accouché quand on arrive. Elles ont prié que ça marche. Ça a marché. Elles ont la émouna, ça a marché. C'est-à-dire que dans la vie, souvent,
il y a une mitzvah, hein, une mitzvah d'être besimcha, une mitzvah d'être joyeux. Et souvent, il arrive des choses et tu te dis, comment je peux être joyeux? Les conseillers ne sont pas des payeurs. Attention, il faut se le dire à soi, il ne faut pas dire à son copain qui a des problèmes. Ah, bah, faut être joyeux, ça va bien truquer. Non, mais je suis licencié, on va me renvoyer de mon appartement. Ah, non, mais c'est pas grave, tu verras que sans doute, tu vas. Non, ça se fait pas, ça, tu l'aides. Tu compatis avec lui. Le problème, le moussard, c'est que pour soi-même, pas pour l'autre. L'autre, tu l'aides, tu lui dis, tu lui montres les choses sur lesquelles il a aussi là. Mais tout n'est pas mauvais. Tu as la santé, tu as ceci, tu as cela. Tu montres, tu mets en exergue les choses bien quand tu veux aider. D'accord? C'est comme ça qu'on sait la chaîne. C'est comme ça qu'on sait la chaîne. Et c'est pour ça que c'est dans cette paracha qui est le début de la création du peuple juif. Et c'est dur. C'est dur. C'est l'asservissement. Après, ça va mieux se passer. Les parachutes d'après. Il y aura les plaies, il y aura tout ça. Mais au départ, c'est dur. Pourquoi? Parce que les choses, elles s'obtiennent avec l'effort. Dans la vie, tu penses que tu obtiens très tout facilement. Si tu obtiens des choses facilement, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas ça qu'il te fallait. Les choses, elles doivent se tenir avec effort. Si c'est facile, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'as pas fait d'effort pour, c'est est-ce que c'est positif ou pas? C'est pas évident. Là, le peuple juif, il se crée dans la difficulté. Je crois il nous dit, c'est comme ça que ça marche. Tout le monde sait que c'est la pression qui fait que. Pas la pression que te met l'autre, la pression que tu te mets toi. Le travail dans lequel tu t'investis. Pour ça que la tfila, dès le départ, les schémas, et qu'on les met dans l'ordre de la tfila, c'est pour te montrer que la tfila, c'est très difficile. La tfila, c'est difficile parce qu'il faut se concentrer. Toujours là où tu vois que tu as une grande difficulté, eh ben, sache que tu as un grand salaire. Il y a une grande difficulté de se concentrer dans la Gemara, de comprendre, s'investir en Torah, c'est noir et blanc. Imagine, tu regardes un texte comme ça, noir et blanc. Encore, c'est un chumash. J'imagine que moi, c'est encore plus petit, c'est plus dense, c'est de l'araméen. Non, non, parce que l'hébreu, trop facile. Et l'hébreu qu'il y a dans, dans la marge, c'est pas le même alphabet. C'est-à-dire, c'est de l'hébreu, mais le aleph, il n'est pas le même. Rien n'est pareil, quoi. C'est pas le même alphabet. Tu m'as fait de l'hébreu. Ah, c'est gentil. Ah, mais c'est pas le même alphabet, hein. Attention, c'est un autre alphabet, c'est un vrachi. Oh, pas de facilité. Donc, il faut que tu connaisses l'hébreu, deux alphabets et l'araméen. Et après, tu as un mot sur lequel tu as sous-entendu une question, et après le mot, tu as sous-entendu la réponse. Tu as juste un mot qui fait pivot, bah vas-y. T'as pas de virgule, t'as pas de blanc, t'as rien. Ah, tu m'étonnes qu'après, le gars, il est TikTok, TikTok, TikTok. C'est plus facile. D'accord? Mais ça abrutit beaucoup plus, par contre. La Gemara, elle abrutit pas, au contraire. C'est ça qui est, c'est ça l'effort. Mon cher Benou, il a fait un effort. On a dit au départ que c'est facile. Entre guillemets, tu as de la peine pour tes frères juifs. C'est pas qu'il a eu de la peine, lui. Il est monté au combat, vraiment. Il est descendu de ce faste de l'Égypte, prince d'Égypte. Prince d'Égypte, peut-être le futur pharaon. Il descend dans la galère. Il porte les briques avec ses frères. Et il va tuer quelqu'un qui agresse un de ses frères. Et il sait qu'il va être passible à peine de mort. C'est pas grave. Je dois me comporter comme un mensch, comme on dit. Comme quelqu'un de bien, je me comporte comme quelqu'un de bien. Sage-femme, c'est pareil. Elles doivent se comporter comme des femmes bien. Elles se comportent comme des femmes bien. C'est ça la Vodat Hashem. C'est ça qu'on nous demande. Ici, nous, on a des vrais enjeux à Hawaï. On a des vrais enjeux ici à Paris. Il faut savoir une chose, c'est que si on veut garder
et ne pas s'assimiler comme ce qui s'est passé en Égypte. Ils se sont assimilés. Et un roi est venu, il les a massacrés, comme s'il s'est passé en Allemagne. Ils se sont assimilés. Un roi est venu et il a fait ce que vous savez. Vous savez que il y avait très grande assimilation. Il y a ce qu'on appelait le siècle des Lumières en Allemagne. Un monsieur qui s'appelait Mendelssohn, Moïse Mendelssohn, qui a qui était pour se convertir au christianisme, qui était pour le libéralisme à outrance, et qui a même fait des nouvelles lois concernant les Juifs, en disant que si un des parents était juif, ça suffisait pour que ce soit juif. Qu'un des grands-parents était juif, ça suffisait pour être considéré comme juif. Il a fait cette loi-là. Rav Israël Center, il a dit, c'était la même époque, il a dit, puisque ce juif renégat, là, il a fait ce espèce de code de loi juive moderne, dans ce sens-là, ben, viendra un moment où les Allemands, les Goy, ils feront une loi qu'on n'aura pas le droit de se marier avec des Juifs et qui considéreront comme juifs et les persécuteront, même si c'est un des grands-parents qui est juif seulement. Et ça, c'était la loi de Nuremberg, que les nazis considéraient que c'était juif s'il y avait un des grands-parents, quel qu'il soit, que ce soit l'or, que ce soit paternel, maternel, que ce soit la mère, du coup, la grand-mère ou le grand-père, des quatre, la descendance a été juive. Comme il a dit, Rav Israël Salanter. Comment on fait pour échapper à ça, à ces idées-là terribles d'assimilation, de valeurs qui ne sont pas les nôtres? On doit étudier la Torah. On doit étudier la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, tu n'as aucune arme contre ça. Parce qu'on va te dire, bah, et, bah, l'amour, bah, on s'aime, quoi. Après, ils vont dire ça entre hommes, bah, on s'aime entre hommes. Après, ils vont dire avec les bêtes, mais moi, j'aime les chiens, quoi. Ah, t'as quelque chose contre l'amour, quoi. Quelle honte, quelle honte. Alors, les sentiments, cette pauvre bête, qu'est-ce que t'en fais? D'accord? Ben, je n'oserais pas regarder sur Internet, mais je suis sûr qu'il y a des trucs de zoophilie, de machin, de trucs légaux, quoi. Ah. Et de la même façon que tu aimes tout le reste. Mais sans aller jusque-là, ça commence par des valeurs comme ça qui ne sont pas les nôtres. Comment on lutte? Ah oui, ils me disent, Thomas, les seuls ici qui n'ont pas été opprimés, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, tu ne les vois pas là. Parce que la tribu de Lévi, ils sont restés à Goshen, quand c'est dans le ghetto, ils sont restés étudiés. Ils sont restés étudiés, ils n'ont pas été asservis. Ils n'ont pas été asservis. Ils sont restés étudiés. Pourquoi? Parce que quand tu étudies, c'est dur. Dans la vie, de toute façon, la vie, c'est un travail. Ici, il nous montre. Tu as où tribu Lévi qui travaille. C'est dur. Noir et blanc. D'accord? Ah bien. C'est tel fume. C'est des raisonnements. C'est compliqué. C'est des notions. C'est des règles. Ou alors, de toute façon, tu seras servi par le travail ou par l'autre, par l'ennemi ou par ce que tu veux. Personne, il est comme ça, abulé. Ça n'existe pas. Et ça tombe tout seul. Ça n'existe pas. Un homme, il est là pour s'investir. Qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne que ce que nous disent nos maîtres, Hachem, il a créé l'Yetzirah, il a créé la tendance négative, mais il a créé le Tavlin, il a créé le remède, c'est Torah. C'est Torah, le remède. Tu t'investis dans Torah, alors tu te fais une carapace, une paroi. Qu'Hachem nous aide à comprendre que cet investissement dans Torah, ça nous protège. Ça nous protège de discrimination. Ça donne au clan d'Israël du srout, et que Bezrit Hachem, les Katoufim, les otages, ils soient libérés,
Effectivement qu'il y ait la paix en Israël et qu'on puisse se rapprocher d'Hachem de plus en plus dans la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.